Canicule à répétition, méga-feux, cours d'eau asséchés. Avec amertume, les écologistes constatent que leurs prévisions se sont confirmées cet été. C'est terrible les images qu'on voit des gens qui perdent tout et puis des réactions politiques parfois comme si on ne pouvait pas prévoir. Bah si, en fait, on pouvait prévoir. Un discours qui excède certains, d'autant qu'ils accusent les écologistes d'avoir contribué à la situation actuelle. En cause notamment leur opposition à la généralisation de la climatisation, leur refus ponctuel du débroussaillement dans certaines forêts ou encore leur rejet des méga-bassines. Il y a une part de responsabilité très importante, en effet, je le redis, d'une écologie politique. Je parlais hier à des agriculteurs du sud de la France qui disent leur colère parce que cet hiver, nous avons tous connu ces intempéries massives. Cette pluie, elle est repartie vers la mer. On ne peut pas la stocker parce que les militants de l'écologie politique, y compris par la violence, parfois, on l'a connu au cours des dernières années, ont empêché la construction de ces moyens de rétention d'eau. Encore perçue comme punitive dans une partie de l'opinion, l'écologie politique semble peiner à mobiliser les électeurs. Aux dernières municipales, le parti écologiste a perdu 6 villes conquises en 2020. À ce stade, leur candidate, Marine Tondelier, n'est créditée que d'environ 4% d'intention de vote pour la présidentielle de l'année prochaine, selon un sondage Ipsos. La faute notamment à un discours considéré comme culpabilisant, selon certains analystes. On dit si on ne fait rien, si on fait l'autruche, voilà les catastrophes qui vont arriver, voilà les milliards d'euros que ça va coûter. J'entends bien, je ne vais pas les minimiser. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de montrer pourquoi on a intérêt à agir. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? À mon avis, elle est là la clé. Alors, comment expliquer que les discours anti-écologie se multiplient en même temps que les catastrophes environnementales? Face aux défis climatiques, les Verts sont-ils devenus un bouc émissaire? Et pour en débattre, ce soir, nous recevons Antoine Vechter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes ancien candidat écologiste à la présidentielle, c'était en 1988. Vous avez également été député européen de 1989 à 1991. Votre livre, La pensée politique de l'écologisme, est paru en mai aux éditions Baudelaire. Alors, selon vous, l'écologie politique est en difficulté parce qu'en se positionnant trop fermement à gauche, dites-vous, ils ont rejeté une partie de l'électorat. L'écologisme doit affirmer son identité en rassemblant le plus grand nombre. À vos côtés, Amine Messal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, militant écologiste. Votre livre « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme » est paru en mars dernier aux éditions Rue de l'Échiquier. Selon vous, la gauche et l'écologie sont liées sur la question de la production, mais l'écologie, dites-vous, politique, est aujourd'hui bien plus du côté des mouvements citoyens. Et puis, Lucie Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fabrique écologique. Votre livre « Urgence politique, nécessité écologique » est paru en mars Presse universitaire de France. Selon vous, il n'y aura pas de grand parti qui va incarner l'écologie politique. Il faut désormais s'habituer à considérer l'écologie comme une question régalienne. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Paul, et alors une demande un peu étonnante aujourd'hui, mais donc le bulletin météo du jour. Grand soleil, voilà. sur toute la France, mais surtout de très fortes chaleurs cet été sur tout le pays, puisque température moyenne de 24,9 degrés, et avec justement ces moyennes, juillet 2026 a été le mois le plus chaud et parmi les plus secs jamais enregistrés en France, au-dessus bien sûr des moyennes relevées lors de la fameuse canicule de 2003, ajoutée à ces vagues de chaleur bien sûr, la sécheresse et des incendies à répétition. Antoine Vechter, peut-être pour commencer, si vous aviez gagné l'élection présidentielle de 88, ou si les écologistes étaient au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'on en serait là dans cette situation avec ces chiffres-là ? C'est difficile de répondre à cette question, et ceci pour plusieurs raisons. On évoque les résultats électoraux des Verts, mais en réalité, il faut reconnaître aussi qu'une partie de l'opinion refuse de considérer que l'humain est responsable du réchauffement climatique, ce qui conduit à dire « mais il n'y a pas lieu de faire ». C'est évidemment une position confortable quand on peut ne rien faire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et on le voit à l'occasion du vote de la loi urgence agricole ou de la loi du plomb, ou encore de différentes positions au Sénat sur la disposition zéro artificialisation nette, on voit bien que le paysage politique a tendance, pour des raisons électorales, à caresser des opinions politiques qui défendent des intérêts contradictoires. Voilà, on aura le temps d'y revenir, mais Amine Messal, même question aujourd'hui, en effet. Est-ce que aujourd'hui, si les écologistes étaient au pouvoir, est-ce que ce qu'on a connu, est-ce qu'on connaît cet été, se produirait également ? Oui, comme dit Antoine, c'est très difficile à dire, mais
Moi, c'est surtout le cadrage qui me plaît pas, parce que là, on voit bien Qu'est-ce que vous entendez par cadrage? Le cadrage de la question, c'est-à-dire est-ce que vraiment les écologistes sont responsables ou pas, est-ce qu'ils auraient fait mieux, etc. Je ne comprends pas pourquoi, quand on a un problème écologique, on va du côté des partis écologistes et de gauche se demander si quand même ils auraient vraiment fait mieux. Je pense qu'il faut quand même d'abord, c'est la première question qui vient à l'esprit, pourquoi on en est là? Et qui est au pouvoir depuis 10 ans? Qui a réduit le budget du fonds vert de 163 millions? Qui a coupé 300 millions dans le dernier budget, voté main dans la main avec les socialistes? C'est le gouvernement Macron qui réduit de 300 millions l'écologie. Qui a refusé par 49.3 les 12 milliards de la rénovation thermique des bâtiments? Je pense que c'est d'abord les premières questions à se poser. C'est celle du bilan des 10 dernières années. Oui, c'est ça, oui. Et pourtant, Schmitt, je voudrais vous montrer une, c'est celle du Figaro. Hein. C'était donc lundi dernier. Hein, d'ailleurs, regardez cette une qui va s'afficher. L'été consacre, disent-ils, la faillite de l'écologisme politique. Je pense que la difficulté, c'est que ça fait longtemps que ceux qui appartiennent au camp de l'écologie, qui est un camp, je dis un camp parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'antagonique, il y a quelque chose de la conflictualité là, qui apparaît cet été, disent qu'il faut faire attention au réchauffement climatique, ne plus construire la ville de cette manière, donner de la valeur à la nature. Et d'une certaine manière, le paradoxe que vous soulignez, c'est que d'avoir dit des choses qui apparaissent exactes aujourd'hui, entraîne le côté bouc émissaire. Bon, ça, c'est un truc psychologique assez classique. Oui. Celui qui a porté ce qui apparaît une mauvaise nouvelle, parce que tout ça se révèle sur fond de catastrophe, et qui n'a pas de solution clé en main, on a tendance à dire, mais regardez, c'est le prophète de malheur. Donc, il y a un truc sur le prophète de malheur. Je voulais essayer de répondre quand même à la question que vous avez posée, moi, sur est-ce que ça aurait changé si les écologistes avaient été au pouvoir depuis, mettons, 30 ans. Ça aurait évidemment changé beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas à esquiver la question. Je ne sais pas si ça aurait été vraiment beaucoup mieux, mais ça aurait en tout cas introduit une culture du pouvoir différente. C'est ça. Parce que dans les municipalités où ils ont été au pouvoir, dans les régions où ils ont été au pouvoir, ils avaient des profils très différents, souvent plus scientifiques, souvent plus babacool, on va le dire. Ils avaient moins l'idée de passer toujours à l'étape d'après, moins court-termistes et moins intéressés en soi par le statut. Donc ça aurait introduit en tout cas une culture du pouvoir très différente et sans doute des sujets aussi différents. Alors parfois aussi plus de désordre, je ne vais pas être trop longue, mais ce qui me semble important, c'est de dire que ça aurait certainement changé des choses sur la culture du pouvoir et la hiérarchie des priorités. Alors, pour faire le point justement avec vous, Julie, on va voir que cet été, plusieurs polémiques ont touché donc le parti Les Écologistes, puisque c'est ainsi qu'on appelle les Verts maintenant, accusés de défendre une écologie trop punitive par certains. Oui, le premier sujet de polémique éclate au début de l'été, en juin, alors que la France, souvenez-vous, suffoque sous la canicule. Les critiques fusent alors contre les écologistes accusés de s'opposer par dogmatisme, disent certains, à la clim. Ces reproches poussent Marine Tondelier à faire une mise au point. Oui, dit-elle, la clim est nécessaire pour les publics en priorité vulnérables dans les hôpitaux, les écoles ou encore les EHPAD. Quelques semaines plus tard, en juillet, les méga-feux ravagent la Gironde et les écologistes sont cette fois accusés par la droite et l'extrême droite de s'opposer au débroussaillage pour préserver la biodiversité. Faux, rétorquent les écologistes qui reconnaissent s'être opposés au débroussaillage dans un cas particulier, mais ils assurent ne pas être opposés au principe. Et puis aujourd'hui, alors que le pays vit une situation de sécheresse exceptionnelle, se repose la question de l'eau. Avec le vote de la loi d'urgence agricole au mois de juillet, une loi censée soutenir les agriculteurs en facilitant les projets de stockage d'eau avec les méga-bassines. Une aberration écologique, un accaparement de la ressource, fustigent les écologistes. Résultat, les syndicats agricoles et une partie de la droite reprochent aux élus et aux militants écologistes de freiner la souveraineté alimentaire de la France à cause, encore une fois, disent-ils, de leur dogmatisme. Amine Messal, c'est sur ces trois questions précisément, est-ce que vous pensez que les écologistes ont eu des erreurs d'appréciation ? Non, moi je pense pas. Je pense qu'en fait on est face encore une fois à un cadrage politique qui vient essentiellement de la droite, de l'extrême droite et aussi de l'espace médiatique qui est un petit peu en retard sur la connaissance de ce sujet, même s'il y a des choses qui bougent petit à petit. Je ne veux pas jeter la pierre sur tous les médias. Je pense qu'il y a une tentation de la part des formations politiques qui n'ont pas fait de l'enjeu écologique leur sujet de prédilection depuis des années, alors qu'on savait, depuis 40, 50, 60 ans même, que ça allait devenir extrêmement problématique. Et donc là, on se retrouve avec des cancres, des mauvais élèves qui arrivent le jour de la veille de l'examen, qui n'ont pas révisé et qui sont tentés de dire à tout le monde « Non, mais en fait c'est simple, il faut mettre de la clim, on réduit le problème écologique au problème du nucléaire, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre comme ça, alors que l'électricité c'est simplement 20% de l'énergie qu'on consomme. » Donc il y a les solutions toutes faites, toutes faciles qui arrivent comme ça,
qui n'ont pour but, pour moi, que de cacher l'incompétence de ces partis qui ne se sont pas intéressés à la question. Et pour revenir sur la clim, évidemment que les gens qui sont en train de souffrir dans les espaces publics, notamment les écoles et les hôpitaux, on ne va pas leur refuser la clim. Évidemment que les retenues d'eau sur certains agriculteurs sont importantes, mais pas des méga-bassines. Il faut soutenir les agriculteurs qui font de l'agriculture paysanne, il faut arrêter d'encourager les méga-exploitations pour alimenter du maïs qui va partir à l'export. C'est absolument pas résilient. Donc non, ils ne se sont pas trompés sur ces questions. Alors justement, vous parliez du nucléaire. Antoine Wechter, vous avez changé de position au cours de votre carrière politique sur cette question du nucléaire. Est-ce que les Verts payent parfois une opposition peut-être gratuite et un peu facile au nucléaire aujourd'hui, dans le débat politique? C'est possible. Alors pourquoi est-ce que nous avons changé? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, au sein de nos instances, je parle du mouvement écologiste indépendant. Qui est votre parti politique. Qui est un parti politique, voilà, tout à fait. Un de nos responsables a dit, il faut que vous choisissiez. D'un côté, nous avons une certitude, qui est le réchauffement climatique, et de l'autre, une hypothèse, qui est celui de l'accident nucléaire. Il faut choisir entre les deux. Et nous avons choisi. Mais nous avons choisi sous la forme d'un compromis en disant nous allons fermer un réacteur nucléaire à chaque fois que nous aurons réussi à baisser la consommation d'électricité. Et on est obligé de constater qu'avec la volonté d'électrifier tous les usages, cette consommation va augmenter. Oui. Et que dans ce contexte-là, malheureusement, le nucléaire reste la solution. C'est une énergie dense face à une énergie diffuse qui n'est pas stockable, qui est aléatoire, avec des absurdités. Regardez, quand l'Allemagne, qui pour l'essentiel a misé sur l'éolien, se retrouve après l'accident de Fukushima. Voilà, se retrouve avec un anticyclone qui fait que les éoliennes ne produisent rien, demande à la France de lui fournir de l'électricité et on remet la centrale de Saint-Avold au charbon en service. Alors, on va revenir un peu en arrière pour voir, vous parliez justement de ces partis politiques qui ne s'étaient pas intéressés à la cause. Eh bien, pas toujours, en fait. Notre archive du jour nous ramène en janvier 2007, à quelques mois de la présidentielle. La France découvre, bizarrement, que tous les candidats sur la ligne de départ défendent l'environnement. Mais tous, puisque tous ont signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. Mais tout reviendra dans l'ordre, aussitôt après le premier tour, comme souvent. Mission accomplie pour Nicolas Hulot. Au bas de son pacte écologique, 10 signatures, celles de 10 prétendants à l'Élysée. Les candidats de tous bords ont répondu présents à son appel. 15 minutes montre en main, ils se sont pliés à l'exercice imposé, évoqué à la tribune leur engagement pour l'écologie. Tous se disent prêts à lutter contre le réchauffement climatique, à revoir les politiques de transport, de l'énergie et de l'agriculture. Ce soir, sur notre antenne, Nicolas Hulot voulait les croire sincères. J'ai du mal à imaginer que sur un enjeu aussi universel, fondamental, qui met en péril l'avenir de l'humanité, on puisse s'affranchir, chemin faisant, d'engagements qui ont été faits ce matin, pas face à moi, mais devant les Français. Bon, et à l'époque, il y avait un certain Antoine Wechter dans les signataires de ce pacte écologique. Lucille Schmitt, on est quasiment 20 ans après, à quelques mois d'une prochaine élection présidentielle. Pourquoi il n'y a pas le même enthousiasme autour d'un pacte écologique qui serait similaire ? Je pense d'abord parce que la réalité de la catastrophe écologique est là et il y avait un enthousiasme autour du pacte de Nicolas Hulot parce qu'on associait beaucoup moins l'écologie à la catastrophe. La deuxième chose, c'est que c'est pas comme si rien ne s'était produit en 20 ans. C'est-à-dire que je rappelle que Nicolas Hulot a été ministre d'Emmanuel Macron, qu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Je rappelle qu'il y a eu aussi des conférences qui ont été organisées du temps de François Hollande. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et à chaque fois, au fond, il y a eu une forme de lien entre démocratie et écologie qui s'est passé autour de l'innovation. La Convention citoyenne pour le climat a été un moment politique extrêmement fort du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et à chaque fois, la déception a suivi sur la capacité à modifier l'action du côté des institutions et du côté des acteurs économiques. Et donc, il n'y a pas le même enthousiasme parce qu'on a confronté le débat à la capacité de modifier le système et que le système n'a pas été modifié. Et donc, il y a une sorte de lassitude ou en tout cas d'inquiétude sur le fait que les mots n'entraînent pas les actes. Donc, il ne peut y avoir finalement de faute que des autres partis, jamais des écologistes. Non, d'abord, Nicolas Hulot n'était pas un vert. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que l'écologie politique, je ne sais pas ce qu'est l'écologisme qu'appelle Le Figaro, mais l'écologie politique n'est pas réductible à un parti politique. Oui, l'écologie politique elle appartient au monde des ONG, elle appartient à la société, elle appartient aux lanceurs d'alerte, à l'interpellation. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une dynamique sociale très forte. Elle existe aujourd'hui notamment du côté de la santé. Ça a été rappelé par Antoine Wechter autour de la loi du plomb. La loi du plomb, oui. Elle existe autour de la mobilisation contre la loi du
l'urgence agricole. Et donc, la question des Verts est une question relativement subsidiaire en ce qui concerne le succès de l'écologie politique. Est-ce que, Antoine Wechter, ça ne rejoint pas finalement ce que dit Lucille Schmitt, votre théorie du ni droite ni gauche pour l'écologie ? Je pense que l'on doit construire une majorité culturelle, c'est-à-dire réunir une majorité de Français autour d'un consensus, alors que la plupart des formations politiques, y compris les Verts, croient qu'il suffit d'avoir une majorité électorale pour changer la société. C'est faux. L'histoire a montré qu'à chaque fois qu'on voulait changer la société alors qu'on venait de prendre le pouvoir par les urnes sans avoir une majorité consensuelle dans la population, ça finissait très mal, en règle générale, sous la forme de dictature. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour ça que ni droite ni gauche, ça veut dire il y a une identité politique de l'écologisme, incontestablement. C'est bien de la politique au sens de la gestion de la cité avec toutes les conséquences que cela comporte, mais il faut être capable de s'adresser à tout le monde, à droite comme à gauche. Amine Issa, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ça voilà, c'est ni à droite ni à gauche, finalement, ça concerne tout le monde et que l'écologie, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que l'aiguillon est davantage sur la gauche. J'ai envie de dire, allez, si je donne ce billet, si je mets ce billet dans la machine, il me semble que l'écologie de droite, on a essayé là. Vous parlez donc d'Emmanuel Macron, c'est ça, la présidence. Je viens de citer les réductions de budget dans l'écologie, mais il y a aussi cette saillie qu'il avait fait. Les écolos sont des amis, on a oublié, ça c'était il y a quelques années. C'est lui qui place au ministère de l'écologie Agnès Pannier-Runacher, qui est liée par une société familiale à un pétrolier. Et donc ça veut dire que l'écologie est forcément à gauche. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Il décerne la Légion d'honneur à Patrick. Je vous pose la question sur la gauche. Est-ce que c'est forcément à gauche? Voilà. Et donc il faut quand même rappeler ces faits d'armes. Et je pense que évidemment que l'écologie sérieuse qui intègre un logiciel politique par la notion de limite, par la notion de besoin, par la notion de nécessité de faire fi des frontières administratives pour retourner sur les bassins versants, par exemple comme le PROS de la France Insoumise, mais aussi du côté des mouvements citoyens comme les Soulèvements de la Terre qui ont une demande extrêmement simple. C'est même pas le début d'une grande bifurcation soviétique, etc. C'est juste d'arrêter la destruction, d'arrêter qu'on fasse des mégabassines qui sont d'ailleurs pour la majorité jugées illégales, d'arrêter qu'on fasse des grandes infrastructures comme l'autoroute A69 dans le sud dont on n'a absolument pas besoin parce qu'il y a déjà une route à côté. Vous savez que des projets routiers en France, il y en a encore 40, une cinquantaine contre lesquels luttent des collectifs citoyens. Je pense que cette écologie politique-là, elle peut être que de gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche, ça fait quand même 200 ans qu'elle se pose une question fondamentale, c'est celle de la production. Qui produit ? Pourquoi ? Comment ? À quelles conditions ? Et l'écologie, elle nous pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit produire ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Et de quoi on a besoin ? Je dois être d'accord. Oui, non, mais la gauche comme la droite sont nées au même endroit, c'est-à-dire dans la lutte du pouvoir et du partage des richesses au moment des grandes industries du XIXe siècle. Ce sont des partis qui sont fondamentalement marqués par le matérialisme. Alors oui, il peut y avoir des discours favorables à l'écologie de manière ponctuelle, mais ma conviction, c'est qu'il n'y aura jamais de politique écologiste qui aille jusqu'au bout s'il n'y a pas d'écologistes avec les autres. Bien sûr. Alors, vous allez réagir d'un instant, on va passer. Alors justement, et ça va sûrement vous conduire à réagir, puisque la question qui se pose, et on le voit bien dans le débat, c'est de savoir si l'écologie politique est forcément de gauche. En tout cas, à quelques mois de la présidentielle, tous les candidats abordent la question, tous les programmes proposent des réponses au changement climatique, même au Rassemblement national, c'est ce que confirme Thomas Ménager, député RN du Loiret. Il y a une accélération qui nous force tous, Français globalement, au-delà même des politiques, à se dire qu'il faut mettre le paquet, il faut accélérer. Contrairement à ce qui peut être dit, le programme du Rassemblement national est un programme qui prévoit de réduire les gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a aucune ambiguïté au Rassemblement national. C'est une priorité. Lucille Schmitt, je vous avais presque entendu pouffer au moment d'entendre Thomas Ménager, député RN du Loiret. C'est que vous avez des raisons de douter de la conversion du RN aux questions écologiques. Écoutez, j'entends un discours, en tout cas, où il dit qu'il faut accélérer. Maintenant, on prend en considération l'écologie. Il ne dit rien, en fait, sur quoi repose cette accélération, si ce n'est sur un plan climatisation. En revanche, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que par rapport à la droite et à la gauche, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver les moyens d'une écologie populaire, c'est-à-dire qui s'adresse à tous. Et c'est là-dessus, peut-être, que les écologistes, au sens politique du terme, mais peut-être aussi les ONG et les élites, en fait, auxquelles appartiennent souvent les écologistes, n'ont pas trouvé un langage commun pour s'adresser à tous. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que le Rassemblement national est un parti populaire qui s'adresse
à la population, notamment des exclus. Et donc, lorsqu'il dit on va accélérer sur l'écologie, il est possible que du côté de leurs électeurs, qui n'en demanderont pas des mesures particulières, ils puissent dire regardez, nous aussi, on fera quelque chose si on est au pouvoir. Parce qu'une des difficultés que je voudrais souligner, c'est que le fait qu'il y ait des choses dans les projets de campagne ne signifie pas qu'ensuite, quand on est au pouvoir, on fait quelque chose sur les questions écologiques. Moi, je dis toujours, c'est un sujet de début de campagne. Au moment du rêve, au moment où on commence à dire on est très idéaliste, et puis ensuite on passe à la sécurité et à l'armée. Et donc, le Rassemblement national est sans doute le parti le plus populaire aujourd'hui en France. La France insoumise vient derrière. Elle a un vrai programme écologiste, mais la difficulté, c'est qu'il suffira peut-être que le RN dise on fait de l'écologie, on vote pour eux, parce qu'au fond, on n'a pas envie de détails. À propos justement de campagne et de présidentielle, c'est dans quelques mois, et je voudrais vous montrer justement un petit tableau récapitulatif des candidatures, dont vous, Antoine Vechter, à la présidentielle. On voit qu'il y a toujours eu quand même des difficultés de la part des écologistes, avec le plus haut score, celui de Noël Mamère, donc c'était en 2002. Depuis, on voit des difficultés véritablement. Antoine Vechter, est-ce que vous pensez que là, pour la prochaine élection, comme le dit Lucie Schmitt, ça va être un sujet central par rapport à ce qu'on a vécu cet été, ou alors, en effet, on aura oublié d'ici un an, qu'il s'est passé ces incendies en Gironde, cette sécheresse, cette canicule? Je ne crois pas qu'il y ait de bouleversement sur ces résultats. On le voit bien dans les sondages. Oui, ce sera un sujet. Ce sera un sujet porté par tous les partis politiques. Un de plus, vous diriez, comme Lucie Schmitt, c'est-à-dire un sujet de début de campagne et après qu'on oublie? Début de campagne ou même de campagne, mais qu'on oublie après. Après, oui, c'est d'accord. Après l'élection. Après l'élection. Parce que je pense qu'il faut, il faut à la fois de la conviction, de la compétence et de la sensibilité. Vous voyez, ceux qui ont créé l'écologie politique, ils sont nombreux. C'était d'abord des naturalistes. C'était des gens qui souffraient de voir les 30 Glorieuses déménager la France. Si on n'a pas cette révolte, comme là, mon collègue, aussi, cette révolte inscrite en soi, très rapidement, devant les difficultés, les vents contraires, on finit par changer. On finit par trouver les moyens de satisfaire telle ou telle clientèle électorale pour assurer sa réélection ensuite. C'est ça le problème, la difficulté. Amine Essal, est-ce que vous faites plus confiance, vous, aujourd'hui, à ces mouvements citoyens dont nous avez parlé tout à l'heure, ou aux politiques pour faire avancer justement cette cause, maintenant, en 2026 là? Bien sûr, qui était en train de contester contre les projets de méga-bassines qui vont encore rendre notre agriculture dépendante de l'import, de l'export, des conditions climatiques. Mais je veux dire, il faut un moment se demander d'où viennent les problèmes écologiques. C'est pas juste un symptôme, c'est pas une fatalité, c'est pas comme le Covid, etc. Le Covid aussi, c'était la même chose. On a subi de plein fouet. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a des gens qui ont sapé dans les hôpitaux pendant des années. Et là, on subit les incendies. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont sapé dans les budgets des pompiers, qui ont permis de faire des grandes forêts de résineux dans les Landes, qui prennent au premier coup sans qu'on puisse les arrêter quand il y a des grands vents, etc. Donc ça, ce sont des asymétries de pouvoir. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est le thème de la gauche. J'ai pas dit que l'écologie politique était forcément de gauche. J'ai dit que un logiciel politique qui intègre de manière pertinente l'écologie sera de gauche. Pourquoi? Parce que la gauche s'intéresse aux asymétries de pouvoir. Qui décide des grands projets d'aménagement si ce n'est, de manière légitime, les gens qui vivent dans un territoire où ces projets devront s'insérer? Et bien voilà un sujet dont on aura l'occasion forcément de reparler cette année. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes pour débattre.